Et on est de retour sur En direct de nulle part pour sa chronique. Toutes les 2 semaines, on lui parle d'actualité. C'est le journaliste indépendant et blogueur Michel Morin qui est sûrement, comme nous tous, en plein préparatif pour la Noël. Monsieur Morin, comment ça va? Ça va très bien, Daniel. Bon, ben là, êtes-vous pas mal dans vos affaires de Noël? Là? Les décorations sont installées? Je vous dirais que je suis même avancé. Ah oui? Ben c'est bon, ça. Ça m'arrive des fois. Bon. Demain, là, toutes les couronnes sont installées, les poinsettias. Demain, je reçois mon arbre de Noël. Ah, ben là. Alors, on va pouvoir le décorer ce week-end. Alors, c'est un arbre d'une 15aine de pieds, là. Quand même. Parce que là où je suis, j'ai plein d'espace, si vous voulez. Alors donc, ça va être un job de plusieurs heures pour décorer tout ça. Oui, mais à la fin, généralement, il y a un bon résultat et j'achète un sauvageon. Ah oui, vous achetez... C'est-à-dire un arbre qui est cueilli dans la forêt, mais qui n'a pas été cultivé comme tel. Bon, avec tous ces petits défauts naturels et tout ce qui vient avec. Mais tout à fait. C'est bien, ça, c'est très bien. Et puis, M. Morin, êtes-vous quelqu'un qui est dans l'ambiance de Noël? Aimez-vous ça, cette période-là? Là, les chansons de Noël? Oui, j'aime ça, je reçois, et c'est moi le cuisinier. En plus? Alors, donc je reçois plusieurs personnes à la fois. Ça va même jusqu'à une 12aine de personnes. Quand même. Donc, c'est vraiment du travail. Mais c'est intéressant. Ben oui, c'est le moment de l'année où c'est bon se retrouver entre amis, en famille également. Donc, ça va être très bien. Ben nous, M. Morin, ça risque d'être notre dernière collaboration de la saison de l'année 2018 et ça en sera une quand même assez importante. Vous avez des gros sujets pour nous ce soir et on va commencer tout de suite. On va commencer avec un dossier qu'on a vu dans les journaux dans les derniers jours et ici à Montréal, on a joué au yo-yo pas mal dans les dernières semaine. Le prix à la pompe s'est promené entre 1,40 et a descendu jusqu'à 1,6 dans les derniers jours. Puis là, ce matin, c'est reparti en vrille. C'est remonté autour du 1,20 dans la région de Laval. Donc, M. Morin, ça va être notre premier sujet ce soir. Qu'est-ce que vous venez nous parler dans ce dossier-là? Ben, écoutez, je veux vous parler d'une manchette. Okay. D'une manchette du Journal de Montréal et du Journal de Québec hier, relativement au prix de l'essence. Et la manchette était énorme à sa face même. On disait que les Québécois avaient été plus ou moins floués de 15 à 20 cents le litre d'essence depuis des années. On disait, on a payé 15 à 20 cents de trop notre essence. Vous voyez la manchette, vous voyez l'article, c'est énorme. Eh bien, on va avoir un bel exemple ce soir. Vous allez voir, je vais vous démontrer ça, là. On a un bel exemple d'une fausse nouvelle. Une nouvelle à laquelle les politiciens ont réagi. Une nouvelle où la Régie de l'énergie, bousculée par une fausse nouvelle, ne savait pas très bien quoi faire. Elle a émis un communiqué plusieurs heures à l'après, mais la nouvelle, même si elle était fausse, a été reprise par plusieurs médias, les concurrents immédiats du Journal de Montréal, deux stations de radio. Alors, si vous permettez, on va aller directement à cette nouvelle-là. D'accord. Ce que le journaliste du Journal de Montréal a fait, il a dit, écoutez, le prix de référence de la régie et le Brent, on ne s'approvisionne plus en Brent, c'est-à-dire le pétrole du Moyen-Orient et de la mer du Nord, mais on s'approvisionne du marché nord-américain et plus spécifiquement des États-Unis et de l'Ouest canadien. Okay. Et là, ces prix-là sont inférieurs. Donc, il a conclu que nos prix à la pompe étaient boostés, si je puis dire, étaient bonifiés parce que on utilisait un indice de référence. Bon. Moi, je suis tombé de ma chaise. Quand j'ai vu cet article-là, je me suis dit, où il a pris ça? Et là, quand j'ai lu, je vous avais l'explication. Bon. Alors, c'était
son accusation, entre guillemets, vous savez, la Régie de l'énergie, on laissait entendre, carrément, que la Régie de l'énergie fixait les prix de l'essence à la pompe. Non. Ce qui est complètement faux. Vous n'avez simplement qu'à constater la variété des prix à la pompe pour savoir que c'est pas la Régie de l'énergie qui fixe les prix de l'énergie et de l'essence à la pompe. Mais néanmoins, c'était ce que prétendait plus ou moins cette façon de voir la réalité. La Régie de l'énergie prend ce prix de référence uniquement pour établir, par exemple, parce que là, ce pouvoir-là, qui n'est pas d'ailleurs à l'avantage des consommateurs, jamais, pour établir un prix minimum. C'est arrivé, par exemple, dans la région des Laurentides, des Basses-Laurentides, à Saint-Jérôme, où Costco était arrivé à un moment donné et faisait chuter tous les prix. Alors, pour protéger, pas les consommateurs, pour protéger les petits détaillants d'essence, eh bien, on a fixé un prix plancher, un prix minimum. Okay. Mais, ça se passe, je ne pense pas que ça puisse se faire même une fois par année. La Régie existe depuis 1999. Oui. C'est arrivé sur demande par des détaillants qui ont dit, écoutez, faut que vous nous protégiez, on a des concurrents qui nous font mal, ils nous vendent en dessous de leur coûtant, et donc, nous, on perd toute rentabilité avec nos propres exploitations. Ouais. Mais, néanmoins, c'est incroyable que tout ce débat qu'on a suscité avec une fausse nouvelle, et quand je disais tout à l'heure, eh bien, on a vu les politiciens à la Chambre s'exclamer et crier au scandale. Oui. Et j'ai repris certains éléments. Je ne comprends pas, M. Massicotte, comment, sur un sujet aussi important que l'essence, qui dans certains cas, les gens qui voyagent beaucoup, ça peut être plus important dans un budget que le paiement de l'hypothèque. C'est quelque chose, on le voit en France actuellement, comment les gilets jaunes, uniquement sur une question de l'essence et de la hausse du prix de l'essence et de l'essence diesel, comment ils ont créé une sorte de révolution. Demain, on va avoir une 4e fin de semaine où les gilets jaunes vont descendre dans la rue. Oui. Donc, je reviens à mon sujet. Quand cette nouvelle-là est sortie, en première page du Journal de Montréal, laissant entendre que les gens avaient payé 15 à 20 cents, je le répète, sur chaque litre d'essence. Alors, on a vu un François Legault qui a déclaré, très choqué par les révélations du Journal de Québec. Et il a dit qu'il allait s'assurer que son ministre allait régulariser la situation. Justement, son ministre, Jonathan Julien, ministre de l'Énergie, s'est dit lui-même très préoccupé par le prix gonflé du pétrole. Je le cite au texte. Véronique Yvon du Parti québécois, c'est le Parti québécois qui a créé la Régie de l'énergie. C'est fascinant de voir qu'elle ne connaît pas la Régie de l'énergie. Non. Elle ne connaît pas ses attributions, ses pouvoirs, ce qu'elle fait dans la vie, la Régie de l'énergie. Alors, je lis ce qu'elle a dit. Elle a sommé le gouvernement Legault de faire toute la lumière sur le prix gonflé du pétrole payé à la pompe par les Québécois. Et elle ajoutait, c'est scandaleux ce qu'on apprend aujourd'hui du point de vue de la protection du consommateur, de justice fiscale, et elle a sommé le gouvernement Legault de faire toute la lumière sur ce dossier pour redresser, je la cite au texte, pour redresser la situation très rapidement, puisqu'il s'agit d'une injustice très grave. Monsieur Morin, en entendant... Monsieur Morin, est-ce que Monsieur Julien, le ministre Julien, s'il veut s'intéresser, puisqu'il semble très, très préoccupé par la question, il pourrait peut-être juste aller faire un tour dans n'importe quelle station-service où la plupart des détaillants ont mis sur les pompes la tarte
la tarte du prix à l'essence et qui ramasse quelle partie sur le prix au litre. Ça pourrait déjà Ils s'en gardent bien, Daniel. Oui. Ils s'en gardent bien. De dire qu'ils sont eux-mêmes les responsables de la hausse souvent du prix de l'essence, et ils sont les premiers à collecter toutes ces taxes sur l'essence. D'ailleurs, je vais y revenir un peu plus tard. Parfait. Mais je reste juste ici. Oui. Vous savez, une chose qu'on n'a pas vue dans les médias depuis 2 jours, là, c'est que c'est au Québec où le prix de l'essence est au Canada et le plus bas avant taxe. Ah! Quand on prend les taxes, la situation est bien différente. Mais écoutez, je suis allé sur le site de Kent Group et j'ai fait l'exercice pour 2018, mais j'ai aussi tous les chiffres que je vais mettre éventuellement sur mon propre blog. Parfait. Je vais, dans un secteur dossier, je vais faire un dossier. Je vais vous montrer que depuis 1999, dans les 4 régions du Canada, que sont les provinces atlantiques, les provinces de l'Ouest, l'Ontario et le Québec, eh bien, au Québec, c'est au Québec où systématiquement, année après année, je pense qu'il y a une exception pour une fraction de scène, une année. Mais pour 19 ans, là, c'est au Québec où le prix de l'essence est le plus bas au pays avant les taxes. Alors, je vous donne quelques chiffres. Bon, allons-y. Dans l'Ouest canadien, dans les provinces de l'Ouest canadien, eh bien, le prix de l'essence, actuellement, est de, je regarde les chiffres, 92,1 cents depuis le début de l'année. Avant taxe. Oui, les prix avant taxe, 92. En Ontario, 88 cents,4. Wow. Dans les provinces maritimes, 80 cents,8, une grosse raffinerie. Et au Québec, on est ici de 80 cents, 79,2 cents. J'ai pas peur des chiffres que j'ai collectés, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres du groupe Kent. Écoutez, le Québec est situé. On en a déjà parlé, Daniel. On a un approvisionnement qui vient de la Nouvelle-Angleterre par un pipeline qui a été on ne voit pas de pipeline pour les autres, mais pour nous autres, on est d'accord. Ben oui. Donc, on a un pipeline qui part de Portland au Maine, qui s'en vient à Montréal. Exact. On a du pétrole qui vient chaque jour alimenter nos raffineries. Oui. On a Ultramar, Valero maintenant, qui importe son pétrole du Texas. En bateau. Ah, ben alors, c'est du pétrole de schiste qui est raffiné à Saint-Romuald. À Saint-Romuald. On a Enbridge, le pipeline Enbridge, qui amène le pétrole jusqu'à Montréal pour desservir la raffinerie Suncor et aussi pour desservir Valero. Il y a du pétrole qui est transporté par bateau Montréal, par pétrolier, de Montréal à Lévis. Et on a des importateurs de Montréal qui importent même de l'essence raffinée d'Europe. Donc, finalement, vous voyez, on a 4 sources d'approvisionnement qui sont chaque jour en concurrence sur la bourse de New York, à NYMEX, pour l'essence, pour acheter le brut, etc. Alors, donc, ça crée une situation concurrentielle. Mais les Québécois, à cause des taxes qui sont plus élevées que partout ailleurs au pays, eh bien, paient leur essence la plus chère au Canada. Bon. Monsieur Morin, avez-vous les chiffres, justement, des taxes? Là? On l'a, la tarte. Là. Est-ce que vous avez ça devant vous? J'ai pas les chiffres. Bon, attendez, je les ai ici. Là. Attendez, monsieur. Mais je les ai ici, monsieur Morin. On va faire... Je peux vous les dire de mémoire. OK, allez-y. Sur la taxe d'assises. C'est la TPS et la TVQ qui arrivent à faire en fin de compte. Oui. Il y a la taxe d'assises du fédéral qui est de 10 cents. Exact. Il y a aussi la taxe routière qui est de 19 cents. Exact. Il y a à Montréal, ce qu'il n'y a pas à Québec, une taxe de 3 cents pour le transport en commun. Exact. Alors finalement, au final, ça fait pas mal de taxes pour les gens de Montréal. Oui. Et c'est à Montréal où le prix de l'essence
devrait être le plus bas au pays. Ben oui, on est à côté des raffineries. Et en plus, il y a la fameuse taxe sur pour la bourse du carbone aussi. Là. Il y a ça qu'il faut calculer. Mais bien sûr, justement, je peux vous en parler parce que je suis allé, il y a eu des enchères récemment. Bon. Alors, jusqu'ici, là, le prix, c'était 4,3 cents. Oui. Je dois vous faire remarquer que cette taxe est cachée. Quand vous allez à la pompe à essence, à laquelle vous faisiez allusion il y a à peine quelques minutes, l'étiquette. Eh bien, vous ne voyez pas la taxe sur le carbone, n'est-ce pas? Non. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est cachée. Elle vous est passée en douce. Ce sont les libéraux, c'est David Hôtel avec Philippe Couillard qui ont caché ça aux Québécois. Eh oui. Alors, maintenant, avec les enchères qu'il y a eu il y a 2 semaines sur le marché du carbone, eh bien, les enchères ont augmenté et ce que vous payez aujourd'hui, c'est 4,8 cents pour l'essence ordinaire. 4,8 cents. Et vous savez, on en a déjà parlé, M. Trudeau s'en vient en 2022 avec un minimum de 11 cents. C'est ça qui se passe actuellement à travers la planète. Voyez-vous? Et quand je regarde ce qui se passe en France, là, c'est 11 cents pour l'essence ordinaire, c'est 23 cents d'augmentation pour le diesel, et on se surprend après que les gens descendent dans la rue. Il faut avoir des politiciens vraiment déconnectés. Nous autres, on a des politiciens qui... Et jamais ça a été contesté, l'Assemblée nationale, cette taxe sur le carbone. La CAQ qui vient d'être élue ne l'a jamais contesté et elle veut garder ça. Écoutez, c'est 3 milliards d'ici 2020. Ouais, mais là, pour les autres. Il va falloir qu'ils décident, là, monsieur. C'est des subventions pour les gens. Ouais, mais monsieur Legault puis monsieur Julien, qui sont très préoccupés, il faut le rappeler. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont des leviers pour contrôler ça. Là. Ils vont devoir, s'ils se sentent préoccupés pour les citoyens qui payent très cher l'essence actuellement, ils vont devoir peut-être revoir tout ce dossier de la taxe du carbone et peut-être même aller plus loin, les taxes d'assises et tout ça, et faire un ménage là-dedans. Parce que là, si on... ménage? Moi, j'entends pas ça, d'ailleurs. Non, mais il va falloir... Je n'entends pas M. Legault et ses ministres dire qu'on va examiner la capacité de payer des gens et qu'on va réduire ou arrêter la progression de la taxe du carbone. D'ailleurs, ce marché du carbone, parce que plus justement, il faut parler d'un marché du carbone. C'est pas une taxe fixe. C'est le résultat d'achat de crédits d'émission qui se transforment en un coût, mais ça revient à la même chose, au fond. Là. Si on avait une taxe fixe à tous les 3 mois, ce serait la même chose. On va dans les enchères, et puis finalement, il y a un prix qui sort. Il y a 6 mois, c'était 4,35 cents, et là, c'est 4,8 cents. Alors, on peut appeler ça marché du carbone, mais on peut l'appeler aussi, par extension, une taxe sur le carbone. En Colombie-Britannique, ils ont une taxe sur le carbone qui est plus élevée qu'ici, qui est basée sur un prix de 30 $, alors que nous, c'est autour de 20 $ actuellement. Et en Alberta aussi, ils sont déjà à 30 $. Mais M. Trudeau veut amener ça sur la base de 50 $ en 2022, qui va nous donner à la pompe 11 cents. Voyez-vous, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est bien en deçà des objectifs que se fixe l'Agence internationale de l'énergie. Eux autres, là, ils pensent qu'on devrait avoir un prix au niveau du carbone qui soit plutôt de l'ordre, si j'ai bonne mémoire, de 180 $. Le GIEC de l'ONU voudrait baser son coût du carbone entre 135, et je me trompe pas, et 5500 $. Vous imaginez qu'est-ce qu'on paierait à la banque, à la pompe? 4 fois le nom. On fait que commencer, là. On fait que commencer. C'est pour ça qu'il y a des premiers ministres au Canada, puis ils sont plusieurs maintenant. Il y a le Nouveau-Brunswick, il y a l'Ontario, il y a la Saskatchewan, il y a maintenant le Manitoba, qui s'opposent fermement à toute taxe sur le carbone. Parce que M. Trudeau a eu beau dire les gens vont avoir des crédits, mais c'est les entreprises créatrices d'emplois et les petites entreprises qui vont finalement hériter du fardeau dans le projet actuel. Les grands émetteurs, il y a seulement 10 ou 15 ou 20 % de leurs émissions qui sont en quelque sorte taxables et qui doivent acheter des crédits. Mais parce qu'on dit
si on les taxe trop, eux autres, c'est eux autres qui les émettent, là. Si on les taxe trop, ça va coûter trop cher à l'économie. Mais les PME, les petites entreprises manufacturières et tout ça, elles vont payer cher. Et on le voit, là, on a eu des exemples. Là. Par exemple, en Saskatchewan, un transporteur routier qui avait juste une soixantaine de camions, c'était 500 000 $ de plus par année. Ben, c'est ça. C'est pas rien là, pour une petite entreprise. Ben, ça va être facturé. Alors, on pourrait multiplier les exemples comme ça. Puis... C'est pour ça que le Parti conservateur va s'opposer à ça s'il est élu, ce qui est loin d'être sûr et certain. Les provinces sont en train de constituer un front uni contre les taxes du carbone. Et M. Macron, l'hôte du sommet sur le climat, il n'est même pas là en Pologne. Il est trop préoccupé à reculer sur la taxe du carbone, parce que vous savez qu'il a reculé. Oui. Il a reculé sur les tarifs d'électricité aussi. Hein? Pourquoi? Parce que les gens, là, n'en peuvent plus des taxes et des taxes et des taxes qui sont poussées par les écologistes. Eux autres, c'est d'arrêter la planète, ou à peu près. C'est ça qu'ils veulent. Alors, il faut comprendre leur jeu. Il est bien légitime. Il faut voir aussi les effets que ça a sur les plus pauvres. En fait, c'est les pauvres qui vont payer pour la taxe du carbone. C'est eux à qui ça va faire mal. Au niveau du chauffage, souvent, ils ont des vieux systèmes de chauffage. Ils vont payer, ils vont vraiment être affectés par tout ça. Parce que c'est l'huile à chauffage aussi qui est taxé. C'est le gaz naturel qui est taxé. Ici, on est à l'hydroélectricité. C'est moins pire, ça a le moins d'effet. 70% des gens qui se chauffent à l'électricité. Et pour ceux qui se chauffent au gaz naturel et tout ça, ben, c'est une toute autre histoire. Ah, bien, oubliez pas, M. Morin, tout ce que les entreprises vont payer dans le transport, on peut penser à la nourriture notamment, on n'est pas dupe, là. Ça va être refacturé aux clients, aux consommateurs, ça va repasser dans les frais, puis c'est tout ça qu'on va payer. Ça fonctionne pas, le système. C'est drôle de voir ça. Va s'écrouler. M. Trump a fait un tweet cette semaine en disant je l'avais dit à Macron de ne pas faire ça. Parce que lui, il s'est retiré, hein? Ben oui. Les États-Unis sont retirés de cet accord-là. Mais les États-Unis, s'il y a un pays qui aurait pu rester dans l'accord, là, c'est les États-Unis. Ben oui, ils ont un bon bilan. Les États-Unis sont le pays qui ont le plus réduit leurs émissions depuis 10 ou 15 ans. Ben oui. Ils ont réduit leurs émissions de 30 %. Pourquoi? Pourquoi? Pas parce que c'est la planète qui les chicote. Parce que les centrales au gaz ont maintenant du gaz qui leur sort par les oreilles. Ils ne savent plus quoi faire. On ferme le charbon. Et le charbon est incapable de suivre. Donc, on ferme. On ferme les centrales au charbon systématiquement aux États-Unis. Savez-vous combien, juste l'an dernier, cette année, on a fermé de centrales aux États-Unis? C'est combien? Je vais vous donner un chiffre, là. 70 gigawattheures. 70 gigawattheures, là, c'est l'équivalent de production électrique des 63 centrales d'Hydro-Québec. C'est l'équivalent, non, c'est pas l'équivalent, c'est 2 fois la capacité, parce que Hydro-Québec, c'est 37 gigawattheures. Donc, on a fermé aux États-Unis environ 70 unités de production qui produisaient 70 gigawattheures juste au cours des 2 dernières années. Alors, évidemment, les Américains, là, pour eux autres, là, avec toutes les centrales à charbon qui existent encore, qui composent 40 % de la production électrique, ils ont de la marge de manœuvre pour réduire leurs émissions. Mais nous autres, notre cher ami Philippe Couillard a fixé des objectifs plus élevés que le reste de la Fédération canadienne à 37,5 % en 2030, alors qu'on est plus propre au Canada. On était déjà les plus propres. On émet juste 10 tonnes de CO2 par habitant au Québec. C'est le double dans le reste du Canada. C'est ça. Alors, pourquoi se fixer des objectifs? Si on ne peut pas fermer des centrales au charbon, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Taxer au maximum les automobilistes? Taxer au maximum les transporteurs routiers? Taxer au maximum les PME? Mais c'est ça qu'on va devoir faire au Québec. Ce faisant, qu'est-ce qu'on fait? On les rend donc concurrentiels avec le reste de l'Amérique du Nord. Oui, mais M. Morin, vous savez comme moi que le parc automobile citoyen, des citoyens, c'est quelques pourcents dans l'assiette complète des émissions de gaz à effet de serre. C'est à peu près rien. On ne changera pas grand-chose avec 3 % d'impact. C'est un autre sujet, mais il va falloir
il va falloir trouver quelque chose. Les gens le pensent, transport, quand même, c'est le transport représente aérien. au Québec environ un peu plus de 40 des émissions de CO2. Oui. C'est quand même avec les Oui, mais là, c'est les camions, avions, tout ben c'est là. ça, là. C'est le commercial là-dedans. Mais si vous parlez des citoyens absolument. à la pompe, c'est pas eux qui ont un grand impact avec les voitures, qui sont de plus en plus efficaces, faut le dire aussi, là. Prenez une voiture des années 2000 et une voiture en 2018. On est rendu à du 5 litres au 100 là, dans la plupart des modèles qui sortent là, en 2019. Tout Là. à fait. C'est rendu une technologie qui devient de plus en plus propre. On émet à peu près 40 fois moins de gaz à effet de serre avec une voiture d'aujourd'hui comparé à ce qui se passait dans les années 70. Fait que, tu sais, bien sûr. mais on ne veut pas entendre ça. La religion verte fait en sorte que tout ce qui est roulant est un problème. On leur parle même de voitures électriques, puis pour certains gens, pour eux, c'est beaucoup trop. Ils en veulent pas de véhicules. Ils veulent nous imposer le fameux transport en commun. Et puis, vous voyez, vous parliez des États-Unis, là, M. Trump, là. Ce qu'il a fait là, dans son leadership, c'est qu'il a prêché son leadership par l'exemple. Plutôt que d'y aller avec des grandes déclarations là, incendiaires et puis de dire qu'on va changer la planète, ben lui, il a refusé d'embarquer dans le pacte et il est passé à l'action à la place. Puis je pense que c'est ça qu'il faudrait de nos politiciens. Mais voyez-vous, même, écoutez, il faut quand même dire qu'il voulait relancer la production de charbon, mais il ne réussit pas à la relancer. Parce que c'est plus concurrentiel, le charbon. Le gaz C'est de gaz schiste est là. naturel aujourd'hui. Vous rendez-vous compte? Il y a une nouvelle qui est tombée sur les fils il y a quelques minutes, là, que les États-Unis sont devenus, avec le pétrole de schiste, un pays exportateur de pétrole. Ouais, c'est capoté, ça, là. Les États-Unis, pour la première fois depuis 75 ans, exportent maintenant Ils du sont pétrole. en surplus. Nous, on dort sur les possibilités d'exploitation au Québec, mais on chauffe notre Assemblée nationale avec du pétrole de schiste du Québec. Et voilà, que c'est bien dit, ça. Mais M. Legault, ça va être un bon test pour lui, là. Tu sais, il va falloir que les babines suivent les bottines, là, maintenant, là. Il va falloir qu'on passe à l'action, puis, tu sais, il se dit très préoccupé, là. Ben, il y a des pistes de solutions, là, qu'il peut mettre en place, là, et on va le regarder avec beaucoup d'attention de notre côté, parce que c'est le genre de choses qui peut faire en sorte que les gens vont perdre confiance en ce gouvernement-là, qui est tout jeune, là. Mais en ce moment, M. Legault a un test, là, c'est-à-dire il va. Puis c'est la même chose, on en a parlé à notre dernière chronique, là. Toute l'histoire des trop perçus d'Hydro-Québec, là, vous l'aviez tellement bien souligné, vous avez sorti les extraits du programme du parti de la CAQ qui voulait lancer des pétitions et tout ça pour que les Québécois retrouvent ces surplus énergétiques-là, les surplus qui avaient été demandés. Ben, c'est la CAQ qui sent les mains. Ben oui, ben c'est ça, là. En ce moment, la CAQ a le plein pouvoir, ils sont majoritaires, très confortables, ils ont tous les crédits, politiques requis pour faire des changements majeurs en début de mandat comme ça. C'est là qu'on devrait les voir prendre des actions qui demandent un peu de bagou. Ça demande peut-être un peu plus de guts, mais ils ont tous les outils pour nous impressionner et nous montrer qu'ils veulent faire la politique autrement. Malheureusement, j'ai beaucoup de crainte, M. Morin, que ça ne se passera pas comme ça. C'est ce que je pense.